Bonjour à tous et toutes, Stéphane Planète Numérique pour un nouveau test, celui d'une petite imprimante 3D orientée enfant, orientée découverte. Il s'agit de la Fulcrum Minibot 1.0. Donc je vous engage bien sûr à lire l'article que vous allez retrouver sur Planète Numérique en parallèle de ce test vidéo. Ici, ça fait environ 4 jours que je l'ai avec moi. Donc ça m'a permis d'éditer tout un ensemble de modèles, de voir ses forces, ses faiblesses, que je vais pouvoir vous décrire. Mais pour l'instant, on commence déjà par une présentation de la machine. Mon imprimante Fulcrum Minibot est livrée dans une petite boîte. Il n'y a pas grand chose dedans, en plus de l'imprimante de son alimentation secteur. Vous allez trouver une bobine de filament de 200 grammes, une bobine blanche. Il n'y a pas de, de spatule et vous avez un petit manuel. Une carte SD, micro SD est déjà positionnée dans la machine. L'éditeur ne fournit pas de petits lecteurs micro SD. Bon, il n'y a pas, c'est pas mortel comme on dit, mais j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait ces petits trucs comme une spatule pour pouvoir décoller ses impressions au besoin. Donc l'imprimante en tant que telle, vous voyez, c'est un petit cube, tout ce qu'il y a de plus sympathique, qui n'est pas, sans rappeler qui dit X-Maker, bon, c'est pas du tout la même typologie de produit, mais on a quand même une apparence qui est assez semblable. De part et d'autre, donc à l'avant, vous avez une fenêtre, il y a l'écran, je vous décrirai plus tard. De part et d'autre, vous avez des fenêtres que vous pouvez ouvrir, voire complètement laisser ouverte comme ce que j'ai fait de ce côté-là. Sur la partie droite, ici, vous découvrez l'interrupteur, de quoi la brancher pour un pilotage direct, ce qui est généralement pas trop utilisé. Et ici, le lecteur de carte micro SD avec une carte micro SD de 2 Go. Et à l'arrière, voilà. À l'arrière, vous aurez à assembler de votre côté le support bobine, rien de bien compliqué, il n'y a que 2 vis. Vous aurez ici à assembler ce petit module qui va permettre de bloquer le tube en téflon et de bloquer aussi ce qui va piloter la tête. C'est voilà. Vous voyez ici, c'est comme une prise série. C'est un câblage que le fabricant a fait de manière à protéger l'aspect électrique, puisqu'il n'y a absolument rien en électricité que vous pourriez toucher. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un usage pour les plus jeunes qui est en cible. Ici, donc l'extrudeur, qui pour ce que j'ai vu fonctionne relativement bien. Si on découvre un peu l'imprimante maintenant, donc on est sur ce qu'on appelle une imprimante Core XY, c'est-à-dire que le plateau va se déplacer sur l'axe Z, mais comme vous le voyez ici, la tête va elle se positionner et se déplacer à la fois sur les X et sur les Y. Tout est déjà fait, c'est assez, je veux dire, les câbles, les sangles sont tendus, etc. Donc ici vous découvrez la tête. Le plateau, donc lui, comme je dis, va descendre. Vous pouvez procéder à un petit nivellement via 4 molettes, sachant que sur un plateau de cette nature, il y a peu de tendance à se dérégler. Et chose que je n'avais pas découvert au début, vous avez une surface magnétique qui est sur le lit, voilà, qui va vous permettre, une fois que vos impressions seront terminées, qui va vous permettre de récupérer vos impressions et de les décoller très simplement en faisant plier, en faisant plier cette surface, ce petit lit magnétique que vous pourrez aussi nettoyer bien sûr de temps en temps, ce que je n'ai pas fait juste avant le test. Donc il se replace très simplement. Maintenant on voit donc à l'intérieur aussi le limit switch pour l'axe Z vers le bas, le reste étant configuré dans le firmware. Alors justement, le firmware, très intéressant, vous voyez ici, vous avez un petit écran couleur, et quand on va le mettre sous tension, on va découvrir l'interface. Avant que de faire cela, je voudrais vous donner quelques caractéristiques sur le plateau. Donc le plateau, on est ici sur des possibilités de faire des petites impressions, on vise des tout petits objets faciles à imprimer.
Voilà, au maximum, on va être sur 75, sur 70, sur 70. Hein. Ça représente un petit peu la taille de cette plaque que vous avez ici. Donc pour être plus concret, hein, voici quelque chose que vous pouvez imprimer directement avec cette taille-là, ou alors un petit chaudron, hein, voyez. Donc ça permet de faire des petits objets, et bien sûr, beaucoup d'objets seront moins grands, du type des petites figurines, comme ce Dark Vador que j'ai imprimé en une seule fois, alors que normalement, on doit l'imprimer en 3 fois, tête et sabre séparés, mais ça s'est bien passé. Bon, ça, on pourra en reparler. Hein. Donc, au niveau de ses caractéristiques, c'est donc une machine à filament fondu. Vous vous doutez bien que le lit n'est pas chauffant, mais sur des petites impressions, ça ne pose absolument aucun problème. La vitesse d'impression, très limitée, hein, elle est indiquée entre 30 et 60. De fait, il ne faudra pas s'amuser à aller trop vite, sinon vous aurez des très mauvais résultats, comme ce petit bébé Yoda sur lequel je suis allé beaucoup trop vite. Hein. Mais bon, il faut faire des essais, donc on va rester sur du 30 mm seconde. Après, il n'y a pas de détection de fin de filament, mais le système, en cas de panne de courant, vous propose de redémarrer. Hein. Ça, c'est intégré dans le système, puisque alors ce système, c'est assez amusant. Comme vous le savez, je viens de poster juste avant un test de la FLSun Q5, hein, que voici ici, qui est donc une imprimante sur laquelle j'ai signalé que l'interface graphique était très sympathique, le firmware était très sympathique, et bien il se trouve que c'est le même ici. Hein. On a une carte MKS MakerBase Nano, qui a été aussi choisi par Fulcrum sur sa machine, donc les mêmes possibilités en termes de firmware, y compris possibilité de faire évoluer, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une bonne petite carte, une carte 32 bits bien rapide. Hein. Donc je vais l'allumer, et là, vous allez entendre un des premiers, je dirais, désagréments. Je pensais qu'elle serait extrêmement silencieuse. De fait, voilà. De fait, malheureusement, pas trop de miracles. On est sur deux petites ventilations, une en haut, une en haut et une en bas au niveau de la carte mère, ce qui fait que ça fait quand même un petit peu de potin. Et ça en fera encore un peu plus quand ça va se mettre à imprimer. Hein. On peut découvrir rapidement le firmware. Voilà. Donc on a une interface entièrement tactile. Hein, premier écran impression pour choisir ses fichiers. Hein, sélection directe de ces fichiers. Voilà. On remonte au niveau des réglages, possibilité d'avoir la confirmation du firmware. Hein, Robin Mini 209. Hein, donc oui, c'est une mini, hein, c'est pas une nano. Hein, je me suis trompé. Possibilité de régler la ventilation. Hein, possibilité de débloquer les moteurs. Bon, ça c'est pas encore trop important. La langue, bien sûr, on a le français, ce que j'ai sélectionné par défaut cette fois-ci. On continue avec le choix remplacé qui va vous permettre directement de pouvoir lancer un changement ou un déchargement de filament, hein, comme sur la précédente génération, comme sur la FLSun Q5 que je viens de tester. En clic éjecté, hein, ça monte en température. Une fois que c'est monté en température, l'extrudeur se met à extraire le filament ou inversement à le charger. Hein. Hop, on continue et on a dans le module prêt une partie donc leveling qui va permettre de faire un nivellement sur 5 points. Voilà. Alors inutile de vous dire qu'un nivellement sur 5 points sur une machine de cette taille-là, ça sert absolument à rien. Hein. Donc, mais bon, c'est le firmware qui le prévoit comme ceci. Donc je vais remonter. Possibilité de déplacer sur les différents axes. Moi je vais en profiter pour bien remettre, vous voyez, hein, donc le support magnétique hein, se remet directement dessus. Hein. Voilà. Possibilité de déplacer sur les axes X, Y, voilà, de choisir son pas. On est dans un monde bien connu. Retourner à la seuil, hein, c'est classique, il faudrait quelqu'un, et peut-être que je vais leur dire qu'il faudrait qu'ils mettent le U à une autre place.
Et puis possibilité d'extruder un petit peu, choisir la vitesse d'extrusion, etc. pour faire sortir le filament. Donc de ce point de vue-là, pas de déception. On est sur un firmware qui était relativement, qui est complet et surtout ce qui explique, la petite fonction Wi-Fi qui est indiquée sur les fiches des boutiques. Vous l'avez peut-être lu, je l'avais remis dans l'article. Il y a donc la possibilité de faire une évolution Wi-Fi. C'est lié à la carte mère. La carte mère a un petit emplacement, il y a quelques vis à dévisser en dessous, on peut à ce moment-là accéder à la carte mère, on a un petit chip qui vaut environ 5 € à rajouter, un maximum, et ensuite on doit injecter un changement dans le firmware, et ça je le ferai. J'ai commandé le petit adaptateur Wi-Fi, j'ai déjà récupéré le firmware, et ça sera une des prochaines étapes que je ferai sur cette imprimante. Alors maintenant, je voudrais parler des difficultés que j'ai eues à l'origine, parce qu'en fin de compte, cette machine, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en test, et il s'agit d'un modèle de premier lot, une première version. Donc quand elle sera complètement disponible, elle commence à être disponible, vous aurez déjà une version évoluée sur laquelle quelques correctifs ont été apportés. Dans les problèmes que j'ai rencontrés, c'était des petits problèmes de nivellement de plateau. Quand je choisissais le nivellement, donc je vais vous le faire, tac, on choisit leveling. Voilà. Comme vous le savez, c'est toujours un peu classique, on choisit les points de nivellement et puis on joue ici gauche et droite en mettant une petite feuille de papier sous la tête. Il se trouve qu'en jouant avec ici les ressorts, je n'arrivais pas à faire descendre suffisamment. Alors pour l'impression, ça l'écrasait un peu les premières couches. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai un peu endommagé le petit le petit lit magnétique dans un premier temps, à force de faire des essais en essayant de comprendre pourquoi. Et ça vient de la course des ressorts. Les ressorts ont été modifiés sur les nouvelles, non pas générations, mais sur le nouveau lot. C'est un petit défaut qui a été reconnu, y compris que le plateau pouvait baisser un peu à l'avant, ce qui faisait que les courses des ressorts devaient augmenter. Donc bon, j'ai récupéré entre temps aussi l'information sur les ressorts qu'ils ont mis, et dès que je les aurai trouvés, je ferai le changement sur la mienne. Mais de base, ça n'a pas encore été trop un problème. Ensuite, j'ai appris que dans le firmware, en modifiant, j'aurais pu de toute façon aussi ajuster la hauteur maximum de mon plateau, puisque contrairement à d'autres modèles, il n'y a pas un limit switch en haut pour pouvoir régler la hauteur maximum du plateau. C'est indiqué dans le firmware, c'est un paramètre. Et maintenant je l'ai récupéré, donc je pourrais le faire plus tard. Car je compte continuer à m'amuser avec cette petite imprimante. C'est pour ça que je dirais qu'elle est à la fois une imprimante pour enfants, mais aussi une imprimante éducative, c'est-à-dire pour comprendre les principes de l'impression 3D, et la carte est pour ça, je pense, assez riche. Je vous mets ici une photo de cette carte sur la vidéo, pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Elle est assez bien documentée, c'est une carte qui vaut très peu cher, ça vaut environ 25 à 30 € maximum, y compris avec l'écran. C'est pour ça qu'elle est assez bien reconnue. Alors maintenant, si on parlait impression, une imprimante comme ça va servir à quoi? Ça va servir à découvrir l'impression 3D. Comme je vous ai dit, on est sur des surfaces qui ne peuvent pas être trop importantes. Et l'objectif, ça va être de faire ce type de petites pièces, vous voyez. Alors, tout est dans la découpe. Ici, j'ai choisi de faire un radeau pour faire porter les pièces. Et puis, j'ai fait un petit R2D2 qui attend simplement que je décolle le radeau. Et je vais pouvoir me faire mon petit, vous voyez ici, les trous ont bien été faits. Donc je me suis fait un petit R2D2 prêt à la découpe. Je me suis fait aussi un Z6PO. Bon, je l'ai un petit peu trop, il est un peu grand, donc il va falloir que je lui mette là aussi la tête, etc. Vous voyez que sur ce type d'impression, on a quelque chose de très convenable. Voilà le type de pièce que vous pourrez faire sans trop de problèmes. Ensuite, j'ai essayé d'imprimer très très grossièrement des briques de Lego personnalisées. Bon là c'était un petit peu... j'ai directement sorti la brique de démo, donc ils sont tous les uns sur les autres. J'essaierai de voir si on peut les casser ou si en fin de compte sur la démo j'ai pas accès. Mais potentiellement on peut s'imprimer ces petites briques de Lego personnalisées, ce qui pourra plaire aux enfants. Ensuite, le piège des impressions 3D, comme vous le savez, c'est
c'est pas un piège, et c'est pas propre à cette imprimante-là. C'est des concepts qu'il faut avoir. C'est des concepts que, quand vous avez une pièce qui est en hauteur, hein, vous devez lui générer des supports. Et après ça, les supports, par exemple, prenez une petite voiture que j'ai essayé d'imprimer. Bon, super, hein, il y a les roues, etc. Mais après, ça génère des supports, et puis il faut nettoyer les supports. Ça, il faut bien choisir ces modèles. Il y a des modèles qui semblent simples à imprimer, mais qui paradoxalement, à la fin, sont pas optimaux, parce qu'il y a trop de supports, il y a trop de plastique à retirer, hein. Donc les supports, le principe, ça se génère dans Cura, ou il parle aussi de Simplify 3D, mais enfin un logiciel à 150 €, je ne vais pas vous le recommander. Et dans Cura, il faut savoir bien placer les supports, et puis ensuite, voilà, on nettoie sa pièce, et puis on voit en dessous, plus ça paraît. Donc elle n'est pas particulièrement réussie, ma petite voiture, hein. Alors qu'on voit que ces pièces-là sont bien mieux. Regardez mon petit Dark Vador, je me suis amusé. Alors lui, c'est amusant parce qu'il est normalement en 3 parties, hein. Il y a le corps, la tête et le sabre. Et j'ai imprimé un modèle sur lequel c'est marqué qu'il ne fallait pas l'imprimer parce que c'était les 3 parties ensemble, mais il a quand même réussi à le faire. Bon, il a un peu son sabre laser qui vibre ici, hein. Voilà, mais c'est quand même pas mal du tout, hein. J'y suis arrivé, à vrai dire, à partir du moment où j'ai baissé à 30 la vitesse dans Cura. J'essaierai de vous mettre, enfin je vais vous mettre bien sûr les informations pour que vous puissiez configurer Cura. Pour l'instant, le fournisseur le constructeur sur la version actuelle de la Minibot n'a pas fourni d'informations sur comment configurer Cura. Il pense peut-être que les gens sont experts, ce qui n'est pas le cas. Donc bon, j'ai fait quelques non pas recherches. Je dirais que le fait, c'est qu'une fois que vous avez configuré la taille de votre plateau, il faudra veiller à ne pas mettre des vitesses trop importantes, sinon vous louperez vos pièces, hein. Voici par exemple le résultat que vous aurez. Vous voyez, c'est particulièrement affreux, hein. Les couches n'ont pas réussi à bien se déposer. Il y a un effet de strie qui est assez infâme, hein. Ici c'est pareil. Alors j'ai essayé un filament de type bois, hein, pour faire un petit Pikachu. Donc je l'ai fait aussi en couche 0,3. Donc bon, c'est rapide, mais ces filaments sont pas très... ça peuvent être un peu compliqués à manipuler, mais ça fonctionne quand même, hein. Ça fonctionne quand même. Alors les pièces qu'il y a sur la carte mémoire vous propose quelques pièces, hein. Bon, je me suis amusé à en imprimer, hein. Voilà, un petit chaudron, une petite pomme. Bon, on voit que elle n'est pas parfaite en haut, hein. Il y a eu des défauts, mais hop, attends, la pomme qui tombe, hein. Je vais en parler à Guillaume Tell. Voilà. Bon, c'est quand même convenable, hein. Et je m'étais même amusé à faire un petit Taj Mahal, enfin bon, juste pour montrer. Et des fois, voilà, j'avais aussi essayé à 60 un petit Mario. Alors là, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, c'est absolument pas une vitesse que vous pouvez espérer. Donc il faudra prévoir un petit peu de temps pour vos impressions, pour pouvoir les réussir, hein. Et j'en parlerai à mon petit doigt, voilà, qui pourra vous dire la même chose. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais juste vous lancer un début d'impression pour que vous voyez comment ça se passe. En plus, si jamais vous veniez à imprimer à 60, ça vibrerait beaucoup trop, ça fait trop de bruit, c'est insupportable, hein. Donc on peut pas avoir ça à côté d'un bureau, dans un espace de vie, pendant qu'elle est en train d'imprimer, hein. On la met dans un coin, ça va, elle est facile à balader, hein. Donc on choisit on insère sa petite carte mémoire, et puis on choisit ensuite son fichier. Donc je vais chercher ma carte mémoire, puisque c'est pas celle avec mon petit fichier de démonstration, puis je vais lancer une petite impression, du moins le début, pour que vous voyez. Et dans tous les cas, ce que je vais faire, je vais vous faire un time-lapse pour que vous puissiez voir comment se construit cette impression. Bon, l'impression est maintenant lancée, hein. On voit les premières couches, ça se passe pas trop mal, hein. Pour ça que, en termes de nivellement, c'est pas trop essentiel que ce soit super bien nivelé, puisque la zone d'impression reste très réduite, hein. Donc pendant l'impression, vous allez avoir la possibilité d'aller sur les options, et comme sur ma FLSUN Q5, vous avez accès à quelques changements. Ils ne sont pas tous actifs. Par exemple, on ne peut pas faire descendre ou remonter le plateau à travers ici un choix type ajustement micro Z. Ça pourra être ajouté, j'essaierai de le rajouter, hein.
Donc ici, vous avez la possibilité d'ajuster la température, la vitesse, la ventilation, possibilité d'aller sur un choix de remplacer le filament pour faire pourquoi pas une impression en 2 couleurs. Hein. Donc voilà, ici vous avez les différents réglages. Hein. Alors cette imprimante Fulcrum Minibot 1.0, elle a des qualités, elle a aussi des défauts. Alors je vais déjà commencer par ses défauts. Ses défauts, c'est son plateau. Hein. Je trouve qu'il n'a pas été très bien pensé. Il pourrait avoir tendance à s'affaisser beaucoup. Et les vis ainsi que les ressorts sur ma version ne sont pas suffisamment précis pour avoir un nivellement de plateau parfait, même si, comme je vous le dis, n'est pas aussi essentiel que ça sur un tout petit plateau. Quand même, ça a priori, ça va être corrigé. Hein. Ensuite, dans les choses, bon, elle est quand même assez bruyante. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, on est loin de la publicité où voilà, on penserait qu'elle ne fait pas de bruit. Elle fera surtout beaucoup plus de bruit si vous avez tendance à vouloir pousser la vitesse, mais je vous le déconseille, puisque à 60, vous aurez à la fois le bruit et vous aurez aussi une très mauvaise impression. Donc laissez-la à 30-35. Hein. Maintenant, au niveau de ses qualités, bon, on arrive à imprimer. C'est voilà, des petites pièces comme celle-ci. Hein. Je vous cache pas qu'il faut quand même un petit peu d'effort. Il faut quand même configurer son slicer, faut optimiser, faut quand même veiller à ce que tout se passe bien. Mais globalement, vous aurez vraiment la possibilité de faire des petites pièces, hein, des petites pièces amusantes, de découvrir l'impression 3D pour un prix aussi qui est raisonnable, puisque c'est aussi le second avantage de cette imprimante, c'est qu'on est aux alentours de, allez, au meilleur prix, je l'ai vu à 130. Elle vient juste d'être lancée, donc je crois qu'il y aura des perspectives aussi de baisse. Un produit qui, aux alentours de 120 € a bien sa place. J'avais testé la petite Creality CR100, qui ressemblait à un petit camion, mais qui n'avait pas d'écran tactile, qui était quand même bien moins disante. Et effectivement, elle était dans ces tarifs-là. Elle était déjà très intéressante. Celle-ci est plus intéressante. Moi, ce qui m'intéresse sur la Minibot 1.0, c'est ses capacités de firmware évolutif liées à sa carte Makerbase, la mini qu'il y a dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais continuer à collecter de l'information sur comment ajouter le Wi-Fi, sur comment faire certains ajustements, et tous les fichiers que je pourrais que je pourrais trouver et valider, je vous les mettrai à disposition, à la fois dans la description YouTube, mais aussi sur le site Planète Numérique. Il y a un test qui a été publié, je vous engage à le lire pour récupérer à la fois les petits modèles, je vais vous mettre les liens vers ces petits modèles que j'ai imprimés, etc. Donc en conclusion, c'est pas un super coup de cœur. Pour que ça ait été un super coup de cœur, il aurait fallu qu'elle soit silencieuse, que j'ai pas eu mes petits problèmes de bed, et que sa documentation aussi soit un petit peu plus performante, au sens expliquer comment Cura fonctionne, comment le configurer. Ça, c'est des choses qui vont normalement être corrigées. Hein. La nouvelle version du petit manuel devrait être en plusieurs langues, et elle devrait aussi expliquer ça. Donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est aussi quand même quelque chose que je trouve suffisamment intéressant pour vous avoir partagé. Hein. Maintenant, elle va continuer, enfin elle va commencer doucement à être disponible. Hein. Je vous engage à regarder Planète Numérique pour voir si je trouve des bons plans dessus. Je vais continuer, et puis bon, pour l'instant on va commencer sur une note de 3 sur 5, et on verra si elle peut avoir plus, si affinité. C'était Stéphane, planètenumérique.com, et je vous engage à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.